Bonjour à tous, bienvenue à l'Université populaire Libre et solidaire. Nous sommes toujours une nouvelle génération de pensées qui refusant tous les a priori, des destins tout faits, des échecs programmés, toutes les fatalités contemporaines. Ici, au Grand Voisin, pour la première fois dans la salle de la Pouponnière, salle qui a été créée lorsqu'on a sectionné en hauteur la chapelle en 1810, salle qui a servi au XIXe siècle en maison des parents. Ici, donc, après l'amphithéâtre Le Long, après la lingerie, nous continuons le combat pour une société libre et solidaire. Ici et ailleurs, parce que nous sommes dans ce mouvement qui s'étend de toutes parts, qui s'étend et se répand de toutes parts, du Donbass au Chiapas, de Nuit debout en Kurdistan, au Venezuela, en Chine. Ce mouvement qui est issu, qui est apparu à la chute du mur, qui est issu des ruines de ce monde bipolaire que l'on a connu au XXe siècle, Est-Ouest. Et ce mouvement, aujourd'hui, ça fait plus des dizaines d'années, peut-être s'agit-il de le voir un peu différemment, c'est-à-dire ce n'est plus au stade de l'expérimentation, mais c'est peut-être dans la généralisation. Peut-être s'agit-il d'arrêter de voir ce mouvement comme devant prouver, alors qu'on a prouvé et on prouve tout le temps. C'est un mouvement de la métamorphose, comme dit Edgar Morin. Mais c'est aussi un mouvement de joie, car le système nous veut triste. Être joyeux, c'est déjà lui résister. Et oui, s'il s'agit d'une insurrection qui vient, ici à l'Université populaire, avec les petits débrouillards, avec tous les grands voisins, nous pouvons vous assurer qu'elle approche cette insurrection. Car nous sommes, ici nous avons été jusqu'à 2000, mais de par le monde, nous sommes des millions à combattre pour toutes les minorités de toutes couleurs, toute classe sociale, tout sexe, tout âge, pour des civilisations libres et solidaires, parce qu'on veut plus grand, plus haut, plus fort, et on ne se satisfait pas du compromis à l'œuvre aujourd'hui. Donc il y a une alternative, il y a des solutions. Depuis le début de l'aventure de l'Université populaire, avec de grands intervenants sur différentes séances, avec les résidents qui ont participé, nous avons abordé cette solution. Par la science, par les lettres et par les arts. En 2018, les séances ont pris une autre tournure. Il y a des choses fondamentales, des choses déterminantes qu'on a souhaité traiter, parce que nous n'avions pas traité en 2017, et notamment quelle est la place du bonheur dans cet agencement d'idées qui parle du commun, qui parle en géopolitique, en réchauffement climatique, qui passe sur une justice pénale internationale. Quelle est la place de la joie et du bonheur là-dedans? Est-ce que le bonheur est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer? Comme disait Gustave Flaubert, est-ce que le bonheur est uniquement dans l'imagination, comme disait le marquis de Sade? Ou est-ce que plus simplement, le bonheur, c'est l'art de toujours vouloir ce que l'on possède, de toujours avoir envie de ce que l'on a? Comme le dit Saint-Augustin, et là, on rentre dans les deux sponsors de l'Université populaire libre et solidaire, Nietzsche et notamment Spinoza dans ce cas de figure-là. Parce qu'arrive le territoire de Spinoza dans ce cas-là. Persévérer dans son être. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Donc oui, se libérer des passions, épouser la nécessité, et que la seule alternative que la vie nous propose, c'est de l'accepter. C'est un grand oui. Avant de passer la parole à Patrick Vivray, spécialiste du bonheur et de bien d'autres choses, philosophe et essayiste, je voudrais conclure par une citation qui est un peu plus longue de Nietzsche. Je veux apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau. Je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses. Amor fati, que ce soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas faire la guerre au lait. Je ne veux pas accuser. Je ne veux même pas accuser les accusateurs. Que regarder ailleurs soit mon unique négation. Et somme toute, en grand, je veux même, en toutes circonstances, n'être plus qu'un homme qui dit oui. Oui, que c'est beau la vie. Donc, Patrick. Bonsoir à toutes et à tous. Ce que je vous propose, moi je n'ai pas le droit de bouger, si je comprends bien, à cause
des problèmes de caméra. Non, je peux bouger parce que ça serait bien qu'on fasse un cercle plus rapproché, du coup plus convivial. Ce que je vous propose, c'est de démarrer par un petit exercice qu'on fait à l'intérieur de l'archipel citoyen qui s'appelle Osons les jours heureux. Les jours heureux, c'est pas toujours très connu, c'est le titre qu'avait choisi le Conseil national de la résistance pour donner à son programme, qui a été celui qui a structuré une bonne partie du siècle précédent avec des mesures phares telles que la sécurité sociale. Et donc, le Conseil national de la résistance, non seulement il était capable d'organiser les maquis, la libération, avec tout ce que ça supposait, et la difficulté à l'époque avec l'occupation nazie. Chaque réunion du Conseil national de la résistance, ils risquaient leur vie, on l'a vu avec l'arrestation, la torture et l'assassinat de Jean Moulin à Caluire. Mais ils ne se sont pas simplement contentés de faire ça, ils ont été capables d'élaborer un formidable projet de société, et ce projet de société, ils l'ont appelé les jours heureux. Et les résistants qui étaient réunis sur le plateau du Vercors et des Glières avaient lancé un appel aux autres générations pour leur dire reprenez le flambeau. Et il y a notamment une équipe de jeunes issus d'associations telles que Génération Cobal qui, après avoir vu le film de Gilles Perret qui s'appelle Les Jours Heureux, qui raconte cette histoire, qui ont décidé de reprendre ce flambeau et de proposer à d'autres personnes de toute génération, mais aussi à des tas d'organisations, de retravailler sur la question ce serait quoi cette nouvelle approche dans cette période qui à nouveau est à bien des égards tragique. Comment on réinscrit la question du bonheur, du bien vivre en Nash, du buen vivir, pour utiliser un terme qui a été beaucoup utilisé dans les mouvements latino-américains, au cœur d'une action transformatrice. Et à l'intérieur de cet ensemble, qui a pris la forme d'un archipel, pourquoi un archipel? Parce qu'on a beaucoup réfléchi à la suite d'Édouard Glissant sur de nouvelles formes d'organisation, sans centre de pouvoir, sans pyramide, comme l'est un archipel, et en travaillant sur le rapport entre ce qu'Édouard Glissant appelait d'un côté les identités racines, c'est-à-dire par exemple il y a une quarantaine de mouvements citoyens qui se trouvent à l'intérieur des Jours Heureux, qui toutes et tous ont leurs racines, leurs projets spécifiques, mais aussi leurs identités relations qui permettent justement de construire des synergies, des convergences, telles que par exemple ce qui se passe aujourd'hui sur le climat, avec les marches, avec le tour Alternativa. Et à l'intérieur de cet ensemble, on a créé une cellule de recherche-action qu'on a appelée Nanoub. Nanoub, ça veut dire « nous allons nous faire du bien ». C'est-à-dire, on se fixe comme objectif de dire à chaque fois que nous nous entraînons mutuellement, personnes ou groupes, à sortir des logiques dépressives, nous créons du même coup de l'énergie pour être à la fois dans la résistance créative, dans l'expérimentation, comme ici, mais l'expérimentation anticipatrice, et donner corps à la vision d'un autre monde possible. Une mondialité. Oui, alors, Édouard Glissant, effectivement, il utilise le terme de mondialité pour dire
arrêtons de faire cadeau au capitalisme de la mondialisation. En plus, en dehors de la globalisation financière, sur tous les autres terrains, il est au contraire totalement hostile à une véritable émergence d'une citoyenneté planétaire, mais construisons une mondialité. Partons du principe que notre pays c'est la Terre, que notre peuple c'est l'humanité, ça ne nous empêche pas d'être chacun d'entre nous membre de plusieurs peuples, de plusieurs appartenances, mais en même temps nous sommes tous membres de ce peuple de la Terre, sur une seule Terre, et ce peuple est aujourd'hui menacé, cette planète est aujourd'hui menacée, et l'une des raisons pour lesquelles elle est menacée, et après cette courte introduction, je vais vous expliquer le petit exercice qu'on propose pour se rendre compte de l'intérieur, l'une des raisons pour lesquelles notre humanité est menacée, c'est que nous sommes organisés autour d'une vaste économie du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance. Il y a une façon simple de s'en rendre compte, c'est de reprendre les chiffres donnés par le rapport du programme des Nations Unies pour le développement, qui avait mis en évidence que, par exemple, les dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie représentaient plusieurs fois les sommes qui permettraient de traiter la question de la faim, de l'eau potable, des soins de base, donc vraiment les besoins vitaux. Or, quand on se drogue durablement, et avec des drogues dures, c'est pas comme se prendre un pétard de temps en temps avec des copains par curiosité ou convivialité. Quand on se drogue durablement et avec des drogues dures, c'est évidemment un signe majeur de mal-être et de mal de vivre. Les dépenses d'armement, elles, c'était pratiquement 2 fois plus que les dépenses de drogue et de toxicomanie. Et donc ça veut dire que nous sommes dans une économie du mal-être, du mal de vivre et de maltraitance, et que, y compris nos problèmes écologiques, sont en lien avec ce mal-être et ce mal de vivre. Nous sommes en guerre avec la nature parce que nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Et inversement, la réponse positive à cette économie, mais aussi à cette politique du mal-être, de la maltraitance et du mal de vivre, qu'on voit encore aujourd'hui avec des enjeux tels que le conflit syrien, c'est ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, ou frugalité heureuse, ou même satiété heureuse, si on dit l'enjeu c'est de sortir de la boulimie, de la surconsommation, etc. Et donc ça c'est l'axe global sur lequel on travaille et sur lequel je vous proposerai de revenir un peu plus en détail ultérieurement, mais justement à l'intérieur de cet archipel, et pour montrer de l'intérieur cette expérience qui fait que le rapport au bonheur, à la joie de vivre n'est pas simplement un enjeu personnel, mais un enjeu sociétal et politique, on propose ce petit exercice que je vous propose d'expérimenter dans les quelques minutes qui viennent. Le principe est très simple, c'est chacun prend un petit temps de silence, de retour sur sa propre vie, pour se reconnecter à des souvenirs, vous en choisissez déjà un, qui est pour vous un souvenir heureux, un souvenir de bien vivre, un souvenir où vous êtes senti particulièrement bien. Donc vous prenez d'abord ce temps-là et vous vous reconnectez non seulement à la situation, au contexte, mais aux sensations, aux émotions que vous avez éprouvées à cette occasion, et notamment aux sensations que vous avez éprouvées dans vos rapports à la nature ou dans vos rapports aux autres. Vous voyez, l'exercice est assez simple. Donc, je vous propose de prendre ce bref temps et on va partir de ce matériau pour ensuite continuer d'avancer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que, souvenir de bien vivre, souvenir heureux, vous vous reconnectez, sensations, émotions,
Et puis, vous commencez à vous poser la question, quand j'étais dans cette situation, comment je vivais mon rapport à la nature, comment je vivais mon rapport aux autres. Que vous y êtes. Quand vous y êtes, vous levez juste la main, de façon à ce qu'on donne le temps à celles et ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps de le prendre. En général, forcément, quand on se reconnecte à des souvenirs heureux, on a plutôt envie d'y rester, donc c'est pas toujours facile de sortir de ce moment. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de se poser des questions très simples, du genre, quand j'étais dans cette situation, dans mon rapport aux autres, est-ce que j'étais plutôt dans un sentiment de rivalité dans mon rapport aux autres, ou au contraire plutôt dans un sentiment de bienveillance, d'empathie. Qu'est-ce qui ressort le plus dans vos souvenirs entre ces deux? Un sentiment heureux, on n'était pas dans un sentiment de rivalité à ce moment-là. D'accord. D'attention, plus d'attention à l'autre. Oui. Un lien affectif. Oui, prenez le micro, n'hésitez pas. Même un lien affectif de tendresse évidente. Oui. De soin de l'un de l'autre. D'autres personnes qui veulent de la rivalité, justement, Stop. J'aurais aimé que tout le monde justement soit là pour être dans une situation. D'accord. Ok. Mais en fait, dans la nature, il y a une pure sensation que je ne ressens pas dans la société, c'est la liberté. On la sent vraiment, cette sensation de liberté dans la nature. On ne la sent pas. D'accord. Allez-y. Moi, mon bonheur, je l'ai trouvé dans le nombril de la nature. Et donc, la bienveillance va à ces peuples invisibles dans cette nature. D'accord. Alors, là, du coup, on est en train déjà d'être sur la seconde question que je vous proposais, qui était le rapport à la nature, simplement pour vérifier que sur la première, qu'il n'y ait pas de contre-indication. Est-ce que certains parmi vous se sont sentis plutôt dans des rapports de rivalité avec les autres à l'occasion de leurs souvenirs? Donc, comment? Moi, je n'avais pas de rivalité, mais dans le petit cocon de bonheur, à l'extérieur, c'était quand même pas rassurant à l'extérieur.
c'était quand même, on était bien, mais autour, c'était déjà plus inquiétant. D'accord, mais là c'est autre chose. Simplement, dans votre expérience à vous, le rapport aux autres était plutôt un rapport positif. Donc, c'est une information capitale, mine de rien, celle qu'on vérifie à cette occasion. Et je peux vous dire que tout groupe humain qui fait cette expérience arrive à la même conclusion, qui est bien exprimée par le fameux adage « quand on est heureux, on a plutôt envie que les autres le soient ». Donc, l'énergie du bonheur, l'énergie du bien-vivre, on pourra revenir si vous le souhaitez sur le sens de ces différents mots. L'une de ses caractéristiques, c'est qu'il introduit un rapport aux autres qui est plutôt un rapport de bienveillance, d'empathie, etc., que de rivalité, a fortiori de violence. Et puis, si je prends l'autre volet que vous avez commencé à évoquer, qui est le rapport à la nature, vous avez commencé à dire que là aussi, le rapport à la nature, c'est un rapport qui est structuré par de l'émerveillement, par de la beauté, par le sentiment d'accueil, etc., et que on n'est pas, par exemple, spontanément dans un rapport de prédation. Vous êtes dans un paysage magnifique, vous n'avez pas particulièrement envie de dire « tiens, j'irais bien creuser des trous pour trouver du gaz, du pétrole, du charbon, ou quoi que on pourrait imaginer. Et si jamais vous étiez obligé de le faire, ça serait pour des raisons de nécessité, et vous le feriez en respectant le plus possible la beauté de cette nature. Donc de la même façon que quand on se sent bien, on n'est pas dans un rapport de rivalité avec autrui, on n'est pas dans un rapport de prédation dans notre rapport à la nature. Et si je vous pose une troisième question qui est le rapport au temps, puisque tel que nous sommes structurés, on a 4 grands rapports, le rapport aux autres, le rapport à la nature, le rapport à nous-mêmes, bien sûr, et puis le rapport au temps. Et donc, si je vous pose la question, dans ces moments où vous vous sentiez particulièrement bien, est-ce que votre rapport au temps était plutôt un rapport, comme on dit aujourd'hui, de pleine présence? C'est-à-dire vous étiez là, hein? Donc la réponse est oui. Et non pas un rapport décalé, désaxé, puisque justement le sentiment du bonheur crée en même temps un rapport de pleine présence. D'où aussi les expressions poétiques du type « autant suspend ton vol », etc. Donc troisième information capitale. Et puis quant au rapport à soi-même, évidemment, quand on est bien, ça veut dire qu'on est bien aussi intérieurement. On n'est pas dans une espèce de guerre intérieure. Alors cette information, elle est d'un côté évidente, chacun la partage très simplement à partir de ses expériences. En même temps, c'est une information qui est autant de nature personnelle que de nature politique. Politique au sens large, politique et écologique, puisqu'on traite à cette occasion, à travers le rapport aux autres, toutes les questions politiques, à travers le rapport à la nature, toutes les questions écologiques, à travers les rapports à soi, toutes les questions psychologiques, et à travers, comment ? Éthique aussi. Oui. Donc c'est l'ensemble des rapports fondamentaux des êtres humains qui, à travers cette brève expérience, peut être mis en évidence. Et si on faisait maintenant l'exercice inverse, je ne vous propose pas de le faire parce qu'on a relativement peu de temps, mais le même groupe qui a vécu cette expérience dans le rapport à la joie de vivre, au bonheur, etc., exactement le même groupe, qui se reconnecte quelques minutes après à des situations
de mal-être, de mal de vivre, eh bien, il va trouver l'exact inverse. Il va sentir des rapports de rivalité, il va se sentir mal intérieurement, guerre intérieure, dépression, etc. Très souvent, il va compenser son manque d'énergie intérieure en allant la prendre à l'extérieur. Alors, si on la prend à l'extérieur aux autres, ça s'appelle la rivalité, la violence, etc. Si on la prend à la nature, ça s'appelle la prédation. Ça peut être l'extractivisme, le productivisme, l'hyperconsommation, les différentes formes, etc. Mais la question est toujours la même, c'est-à-dire le manque d'énergie intérieure. On citait tout à l'heure le philosophe Spinoza. Le manque de joie de vivre produit ce que Spinoza appelle les passions tristes. Et la caractéristique des passions tristes, c'est qu'on va compenser un manque d'énergie intérieure par une prédation à l'extérieur. Donc ça veut dire quelque chose de très important sur le plan personnel, mais ça veut dire aussi quelque chose, là aussi, d'essentiel sur le plan politique, au sens large du terme. C'est-à-dire, on n'est pas dans une situation où il y a des bons et des méchants, des civilisés et des barbares, l'axe du mal et l'axe du bien, pour reprendre la fameuse expression de l'ancien président américain George Bush. On est en présence de collectifs humains qui peuvent être parfaitement du côté du problème ou du côté de la solution, suivant qu'eux-mêmes sont dans des situations de mal-être, de mal de vivre, de maltraitance, ou au contraire de bien-être, de bien vivre, etc. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait capital, parce que la plupart des modes d'organisation politique sont au contraire structurés sur l'idée que, en gros, le problème, ce sont les autres. Or, quand vous regardez toute l'histoire du politique, que ce soit les tribus, les cités, les États, les empires, quelles que soient les formes, ils ont toujours été construits sur l'idée qu'il fallait se défendre contre une menace extérieure qui était celle des barbares, des ennemis, des étrangers, etc. Or, quand on prend le problème à l'échelle planétaire, ce qui est aujourd'hui le cas d'un certain nombre de questions clés, à commencer par la question écologique, et quand on pose la question « est-ce que l'humanité est menacée, y compris menacée de destruction ?», la réponse est hélas oui. Nous pouvons même dire que nous avons l'embarras du choix sur la façon d'en finir avec notre brève histoire dans l'univers. On peut détruire nos écosystèmes vitaux, on peut se détruire nous-mêmes par arme de destruction massive, mais on peut aussi se détruire par ce qu'on pourrait appeler une forme de fatigue d'humanité. C'est toutes les traditions, les courants comme le transhumanisme, etc. C'est dire, au fond, l'humanité c'est trop compliqué, laissons la place aux robots et aux algorithmes, ça serait plus simple. Mais quand on pose la question, est-ce que l'humanité peut être détruite ? La réponse est oui. Est-ce qu'elle est menacée par des barbares ou des ennemis extraterrestres, en dehors des films catastrophes en général américains? On sait bien que ce n'est pas le cas. L'humanité est menacée, mais nous sommes menacés par notre propre barbarie, mais notre propre barbarie intérieure. Or ça, c'est une question qui est tout à fait fondamentale, parce que qui nous dit depuis des siècles, et même depuis des millénaires, qu'il y a bien un problème de barbarie, mais que ce n'est pas un problème de barbarie extérieure, c'est un problème de barbarie intérieure, ce sont les traditions de sagesse. Donc voilà, puisque le oui est votre oui. Et partant de ce point fondamental, ça veut dire que c'est toute notre façon de reconcevoir le rapport aux politiques qui se trouve à cette occasion modifiée. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer le fait qu'il y aura des conflits
et des conflits légitimes. Mais c'est toute la différence, par exemple, entre le conflit et la violence. Dans le conflit, je n'identifie pas les autres comme personnes au rôle social que je combats. Je laisse la possibilité à autrui de bouger par rapport à son propre statut social. Je crois que vous avez reçu Bernard Stiegler ici. Bon, Bernard Stiegler, par exemple, il y a eu tout un moment de sa vie où c'était un délinquant. Il a fait de la prison, etc. Si on avait identifié la personne de Bernard Stiegler au rôle social de délinquant, on se priverait de la chance d'avoir aujourd'hui un des intellectuels créatifs les plus stimulants. Et on peut le décrire dans tous les domaines. Donc, distinguer le conflit de la violence, comprendre même que si on veut éviter la violence, il faut construire du conflit, et que la violence naît quand des conflits ne se sont pas formés à temps, voilà une distinction importante. De la même façon, la distinction entre ennemi et adversaire. La logique de l'ennemi, c'est la logique de l'éradication. Alors évidemment, éradication physique, on le voit dans toutes les formes de guerre où on parlait de façon significative de purifier ou de nettoyer. C'est ceux d'entre vous qui ont connu la période de la guerre d'Algérie, on parlait de nettoyer. Et c'était vrai dans la guerre en Bosnie, dans toutes les formes de guerre comme ça. Ça, c'est la logique de l'ennemi. Alors que la logique de l'adversaire, c'est de dire qu'il peut y avoir des conflits extrêmement importants entre nous, mais pour autant, nous sommes des êtres humains et il y a du commun entre nous. Donc vous voyez, à travers cette petite expérience que je vous ai proposée, on est d'emblée sur un axe que, lors du Forum social mondial de Porto Alegre, on avait appelé l'axe TPTS voulant dire transformation personnelle et transformation sociale, doivent être considérés comme étant profondément complémentaires et non pas contradictoires ou conditionnels. C'est-à-dire, on peut tout aussi bien commencer par un bout ou par un autre. On peut s'engager dans des AMAP, on peut s'engager dans une lutte contre les paradis fiscaux, on peut s'engager dans des formes nouvelles de démocratie, donc plutôt par des axes de transformation collective. On peut inversement s'engager plutôt par des axes de transformation personnelle, mais il y a toujours un moment où il faudra articuler les deux approches. Et l'un des enjeux politiques, sociétaux de la période actuelle, c'est justement de réussir cette articulation. Et au cœur de cette articulation, l'énergie qui effectivement la permet, c'est l'énergie de la joie de vivre, au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire cette énergie qui fait que je ne suis pas en permanence dans la situation à cause de mon déficit d'énergie intérieure ou du déficit d'énergie intérieure du groupe auquel j'appartiens, d'aller piquer cette énergie aux autres ou à la nature. Et dans cette perspective-là, ce qu'on a proposé, par exemple, au sein de l'archipel citoyen des Jours Heureux, mais qu'on retrouve dans des tas d'autres mouvements, c'est effectivement de développer ce qu'on a appelé la stratégie du rêve. Le rêve voulant dire, pour le R, la résistance, mais à ce moment-là, c'est de la résistance créatrice, c'est pas de la révolte désespérée. Le V, c'est la vision transformatrice, qui effectivement ouvre l'imaginaire, nous sort de l'état de sidération et nous dit d'autres mondes sont possibles, d'autres voies sont possibles. Ça, c'est pour le V. Et sans attendre, le E de l'expérimentation anticipatrice, qui permet de dire, eh bien,
nous allons, dès aujourd'hui, avec toutes celles et tous ceux qui le peuvent et qui le veulent, nous organiser pour vivre nous-mêmes, pour reprendre la fameuse phrase de Gandhi, ce changement que nous proposons. Ça ne nous dispense pas de proposer et de développer des projets et des conflits féconds en faveur de mesures structurelles beaucoup plus larges, mais y compris nous réussirons d'autant mieux ces mesures structurelles que nous donnerons envie aux autres de les partager. C'est ce qu'on pourrait appeler l'alternative au militantisme sacrificiel, qui ne fait pas particulièrement envie aux autres. Si vous avez des groupes humains qui, au contraire, donnent le sentiment qu'ils vivent des expériences de vie beaucoup plus passionnantes et stimulantes, il y a un effet d'attraction qui est beaucoup plus fort. Donc ça, c'est le E de l'expérimentation anticipatrice. Un lieu comme ici est un très bel exemple d'expérimentation anticipatrice. Ça n'empêche pas de se battre à des échelles plus larges pour que l'ensemble des formes d'urbanisme permettent de créer des lieux de ce type, mais sans attendre, il y a des initiatives comme celle-ci. Le film Demain, que j'imagine à peu près tout le monde dans cette salle a dû avoir l'occasion de voir, met en œuvre exactement une approche de ce type, sur des problèmes qui sont des problèmes majeurs, structurels, planétaires, etc. Sans attendre, il est possible d'instaurer de nouvelles formes d'économie, de monnaie, d'agroécologie, de rapport à l'alimentation, de démocratie, d'éducation, d'énergie, etc. Donc vous voyez, cette approche du rêve, elle vaut à la fois pour la résistance créatrice, pour l'expérimentation anticipatrice, pour la vision transformatrice, et on peut rajouter un autre E et un autre R, et ça donnera rêver. L'autre E, c'est celui de l'évaluation, mais de l'évaluation entendue dans son sens fort. Évaluer, c'est pas mesurer à l'origine. Évaluer, c'est délibérer sur ce qui fait valeur. Et valeur, en latin, c'est la force de vie. Qu'est-ce qui fait force de vie? Qu'est-ce qui est source de destruction de force de vie? J'avais eu l'occasion de conduire une mission pour le gouvernement sur l'évaluation des politiques publiques, avant d'en conduire une autre sur de nouveaux critères de richesse, et j'avais proposé de donner à ce terme d'évaluation son plein sens. Et à ce moment-là, cette évaluation, c'est forcément une évaluation démocratique. Ce n'est pas une évaluation technocratique en surplomb, ce n'est pas du contrôle. Et donc, à chaque fois qu'il y a un processus du côté de la résistance, du côté de l'expérimentation, du côté de la vision, délibérer sur ce qui fait le plus valeur comme force de vie, délibérer, et ça sera l'objet des formes de résistance, sur ce qui est le plus dangereux, le plus insoutenable, le plus destruction de valeur, c'est le second E. Et puis le dernier E, c'est le R de la résilience refondatrice. C'est un mot qui, au départ, nous vient plutôt de la physique, qui a été transporté par Boris Cyrulnik dans le domaine plutôt de la psychologie personnelle, hein, c'est-à-dire comment, même après des situations de bouleversement, d'épreuves, voire d'effondrement, il est possible d'avoir de nouveau une logique de vie. Ben, on voit bien que de plus en plus, la question de la résilience est une question sociétale, une question politique. Des effondrements, nous en avons déjà commencé à en connaître, et nous en connaîtrons de plus en plus, que ce soit avec le dérèglement climatique, avec les atteintes majeures à la biodiversité, que ce soit avec les chocs provoqués par les injustices sociales, etc. Mais la grande question, c'est comment, y compris après ces chocs, on est capable de recréer de la force de vie. Quand vous lisez un livre tel que celui de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui maintenant est très connu, hein, le livre s'appelle « Comment tout peut s'effondrer »,
Donc, on reçoit un sacré paquet de mauvaises nouvelles au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, mais arrivé aux 2/3 du bouquin, il y a enfin une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est que contrairement à l'idée reçue, en situation de catastrophe, d'effondrement, la plupart des collectifs humains réagissent plutôt par des comportements de solidarité que par des comportements de panique, de guerre, de sauve-qui-peut, etc. Et c'est vérifié quand on regarde dans des situations récentes, par exemple des inondations. On l'a vu en France, par exemple des personnes qui avaient été inondées dans le sud de la France, qui ont reçu l'appui solidaire de personnes qui, quelques mois auparavant, avaient été inondées dans la Somme, dans le nord de la France. Et quand on interrogeait ces personnes, ce qu'elles disaient, qui était très intéressant, c'était, certes, on a tout perdu, matériellement. Ça, l'inondation, il n'y a pas une baguette magique qui a empêché la perte matérielle. Mais d'une certaine façon, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que grâce à la solidarité qu'on a reçue, on a gardé espoir ou on a repris espoir dans les autres. Et à partir du moment où on reprenait espoir dans les autres, ça nous redonnait espoir dans l'avenir. Ça, c'est une information clé. Parce que dans l'histoire humaine, ce dont les sociétés humaines se relèvent le plus facilement, c'est la ruine matérielle. Regardez encore comment, après la Seconde Guerre mondiale, les deux pays vaincus, qui ont été l'Allemagne et le Japon, étaient capables, 20 ans après, de devenir des géants économiques. Donc le vrai problème, ça n'est pas la catastrophe matérielle. Le vrai problème, c'est ce qu'on peut appeler la catastrophe morale et spirituelle. C'est-à-dire la perte totale de confiance dans les autres qui entraîne la perte totale de confiance dans l'avenir. Et à partir du moment où on a identifié ça, on n'est pas obligé d'attendre l'effondrement, d'attendre la catastrophe ou les catastrophes pour dire mettons en œuvre sans attendre des logiques de solidarité qui déclenchent elles-mêmes des logiques d'espérance. Et à ce moment-là, la résilience pour demain est aussi une forme de prévention pour aujourd'hui. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines. Sur le défi écologique, par exemple, avec Abdenour Bidar, on dit nous sommes en présence d'un double dérèglement climatique. Il y a celui qui s'exprime en moyenne par le réchauffement, mais l'autre phase du dérèglement climatique, c'est ce qu'on peut appeler la glaciation émotionnelle et relationnelle. Abdenour Bidar, dans un de ses livres, il a cette expression très forte, il dit « il fait froid dans nos sociétés ». Et on comprend bien qu'il y a un rapport systémique entre les deux, parce que plus des gens se sentent déprimés et isolés, et plus, par exemple, ils vont être amenés à surconsommer. Ça peut être de l'énergie, ça peut être de la boulimie, etc. Mais il y a toujours un rapport qu'on retrouve là aussi entre le manque d'énergie intérieure et la prédation à l'extérieur. Et donc, une fois qu'on a identifié ça, on comprend bien que l'axe positif, et c'est sur ce point que je conclurai ce propos introductif, l'axe positif, tant dans l'ordre personnel que dans l'ordre collectif, politique et sociétal, c'est effectivement de se tourner vers l'énergie par excellence, qui est l'énergie de la joie de vivre, qui est l'énergie de considérer que l'aventure humaine, qui ne va pas de soi, parce que ça ne va pas de soi de vivre en sachant qu'on va mourir, de vivre en sachant que des personnes que l'on aime vont mourir, de vivre en se posant des questions sur le sens même de notre vie, de nos choix, etc. Ça ne va pas de soi. Le métier d'être humain, le ministère d'humanité ne va pas de soi. Donc c'est un métier absolument passionnant, mais c'est aussi un métier difficile. Eh bien que ça vaut la peine de faire ce voyage de vie. Que le bref moment de notre histoire dans l'univers, qui est un passage conscient à travers l'expérience de l'humanité, le voyage vaut le détour. Et à ce moment-là, on est dans l'énergie de la joie, et cette énergie de la joie est autant une énergie personnelle qu'une énergie collective, qui est capable de
d'offrir une alternative justement à ce que Spinoza appelait les passions tristes. Dans les passions tristes, par exemple, vous avez l'avidité dans le rapport à l'argent. Vous avez la gloire, c'est-à-dire le besoin d'être reconnu prend la forme pathologique. Pour que moi je sois reconnu, il faut que je sois au-dessus des autres et que les autres ne soient pas reconnus. Ou la forme pathologique du pouvoir qui, au lieu d'être, comme le sens grammatical du verbe pouvoir normalement devrait l'indiquer, un pouvoir de création démultiplié par la coopération, devient au contraire un pouvoir de domination, un pouvoir de conquête qui se nourrit de la dépression. Quand vous êtes dans les passions tristes, vous êtes dans un couple qui est le rapport entre l'excitation, mais qui est toujours brève, et puis vite la frustration, et assez rapidement derrière, la dépression. Et vous ne ressortez de la dépression que par une excitation de niveau supérieur. C'est pour ça que c'est un mécanisme qui est totalement addictif. Alors ça peut être l'addiction à la drogue, mais ça peut être l'addiction au pouvoir, ça peut être l'addiction à l'argent, ça peut être l'addiction à la gloire, mais c'est un mécanisme dans lequel vous serez en permanence seul, parce qu'il n'y aura pas de véritable possibilité de vivre cette histoire dans des rapports bienveillants avec autrui, vous serez dans des rapports de domination, de prédation dans le rapport à la nature, et vous serez y compris en permanence dans une situation de guerre intérieure, parce que le bref sentiment d'excitation ne met pas fin au sentiment de malaise, de mal-être, etc. Alors que la caractéristique de la joie, c'est un autre couple qui est le couple intensité-sérénité. Intensité, je peux me sentir pleinement vivant. Dans les exemples que vous avez pris tout à l'heure, je pense que c'était une des caractéristiques. Vous vous sentiez intensément vivant dans ces moments de vie, mais cette intensité-là, à la différence de l'excitation, ne vous mettait pas en situation de déséquilibre. Vous pouviez être en même temps dans un état de paix, dans un état de sérénité. Et donc vous voyez, quand on place ainsi la question de la joie, la question du bonheur, non pas comme un capital qu'on chercherait de conquérir et qu'on aurait peur de perdre, parce que là, ça serait de l'ordre de l'excitation, mais comme un art de vivre à la bonne heure, donc un art de la pleine présence, de la pleine intensité de vie, et bien à ce moment-là, comme nous le disons au sein de l'archipel citoyen des jours heureux, choisir d'être heureux devient un acte de résistance politique. Voilà. Bravo! Est-ce que quelqu'un a une question? Pas de questions, objections, débats, etc. C'est bien sûr. Je m'interroge dans l'observation, c'est une question vraiment de la société parisienne. Parce que oui, bien sûr qu'il y a un grand voisin et plein de groupes et d'associations qui font des choses écologiquement autorisées. Ma question, est-ce que moi je crois, est-ce qu'il ne faudrait pas que, comment faire pour que ces associations se rassemblent plus, pour qu'elles soient plus importantes, en fait. Par exemple, avec une même vision qui est la vision écologique, et chacune des différentes associations avec leurs compétences. La vision qui est politique, et en effet, ce problème-là est contre les élus. Parce que des fois, j'ai la sensation de voir, c'est magnifique, hein, ce que chaque association ou organisation fait, mais ça semble. Je crois qu'il faudrait un vrai rassemblement. Et ça, je ne sais pas si. Pour qu'il y ait vraiment une masse face à certaines personnes qui ont des œillères déjà, puis face à ce capitalisme qui est quand même assez phénoménal. Oui, ben ça, c'est exactement la question auquel s'affrontent, par exemple, des initiatives à l'échelle planétaire, telles que les forums sociaux mondiaux, ou si je prends le cas de la France, que ce soit l'archipel des jours heureux, que ce soit le collectif de la transition citoyenne, pour donner deux exemples, c'est une montée en reliance parce que, par exemple, à l'intérieur de l'archipel des jours heureux, il y a une trentaine,
35 mouvements qui sont présents. Donc vous avez aussi bien Alternativa que le Pacte civique, que Terre de Liens, enfin, vous voyez, que les AMAP, etc. Et on est en train de faire en sorte, on doit se rencontrer à la fin de l'année pendant 2 jours pour ça, d'essayer de faire en sorte que l'autre grande plateforme, qui s'appelle le collectif de la transition citoyenne, où il y a les villes en transition, où il y a Enercop, où il y a un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, de construire une plateforme commune qui respecte la biodiversité, hein, parce que l'une des difficultés de ces formes de reliance, c'est qu'elles peuvent susciter la peur d'être absorbées. Hein. Toutes les formes antérieures, les formes fédératives, a fortiori les formes de type avant-garde, quand on regardait les histoires antérieures, déclenchent une peur d'être absorbé dans une espèce de grand tout. Donc, en même temps qu'on avance vers des formes de convergence, de reliance, il faut être d'autant plus attentif au respect de la biodiversité, de la créativité à l'intérieur de cet ensemble. Et il faut aussi considérer que la diversité, la différence, voire la divergence, est une richesse. Parce que souvent, quand il y a eu des formes de reliance dans l'histoire, on prenait le plus petit dénominateur commun. Mais du coup, on perdait quantité d'éléments de différence. Là, le principe, et on l'a déjà largement commencé, c'est de dire, par exemple, les différences, voire les divergences qui nous traversent, sont des ressources. Et l'une des méthodes que, par exemple, la cellule Nanoub et la boîte à outils, on a organisé récemment un voyage en Nanoubie, l'une des méthodes que l'on propose, c'est ce qu'on appelle la construction de désaccords, qui part de l'hypothèse que ce qui est toxique, ça n'est pas le désaccord. Ce qui est toxique, c'est le malentendu, avec les dégâts collatéraux du malentendu que sont le soupçon, le procès d'intention, et qui fait que quand quelqu'un, personne ou groupe, a le sentiment de ne pas avoir été entendu, il peut avoir le sentiment d'être méprisé, dans les cas les plus graves d'être humilié, etc. Et quand on sort du malentendu pour repérer ce qui fait vraiment débat entre nous, mais où chacun a eu la possibilité de pleinement s'exprimer, à ce moment-là, on se rend compte que le désaccord, qui devient une construction, parce que c'est comme une électrolyse, les désaccords initiaux se trouvent très largement transformés, le désaccord qui à ce moment-là se construit devient une richesse. Que sur un même sujet, des approches divergentes peuvent être proposées, c'est souvent que dans la réalité elle-même, il y a des facettes différentes qu'il faut prendre en compte. Voilà des exemples qui font qu'à l'intérieur de cette forme de reliance, on est en ce moment beaucoup en train de progresser. Je l'ai développé davantage à l'échelle nationale, mais encore une fois, avec les forums sociaux mondiaux, c'est la même perspective à l'échelle planétaire. Je voulais rajouter par rapport à votre question. Je pense qu'il y a quelque chose dans notre époque où il y a des passions tristes et du ressentiment partout, un peu trop. C'est ça, comme dit Patrick, il y a quelque chose qui nuit à l'action, en tout cas collective, qui nuit à l'action, que j'ai envie de dire porteuse de sens. Cette trop grande passion triste. Pour répondre pourquoi les associations, pourquoi autant d'associations. Et ça, c'est également dans les associations ne sont pas indépendantes de tout ce qui touche notre société. La problématique, nous, à l'Université populaire, on a une réponse, on pense qu'il faut apporter une réponse intellectuelle dans la transmission de savoir. Au niveau des associations, comme au niveau des résidents, comme au niveau du public de l'Université populaire, comme au niveau des intervenants, je pense que chacun a à apprendre, à s'ouvrir à l'apprentissage. Et aujourd'hui, il me semble que cette joie, cette appréhension du conflit, telle qu'il vient de la décrire, ce n'est pas ce qu'on pense idéologiquement dans notre société. Aujourd'hui, on pense que le conflit est mal et que quelqu'un qui travaille avec joie, c'est plutôt quelqu'un qui en fait pas trop.
Et donc la problématique intellectuelle qui empêche les associations de s'unir pour être solidaires et pour être les plus forts dans la société, à mon avis, on pense qu'il faut que pour faire ensemble, pour arriver à mieux faire ensemble, il faudrait surmonter. C'est pour ça qu'on fait œuvre de transmission et qu'on pense au long cours. Pour faire mieux, il faut sortir de ces démarches idéologiques. Ici, au Grand Voisin, on est comme dans les grandes entreprises avec des objectifs. La question d'objectifs, d'ordre du jour de réunion, de compte rendu de réunion, c'est compliqué, mais est-ce qu'on se ferme de ne pas dire oui? Tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai insisté sur ce grand oui de Nietzsche. Il me semble qu'aujourd'hui, que ce soit dans les associations et les résidents, il y a un non qui vient par ressentiment en premier face à toute action qu'on demande, toute intervention. Donc il faut amener les gens à dire oui, plus dire oui. Voilà ce que je voulais rajouter, il y a peut-être une autre question. Non, non, merci beaucoup. Freddy, c'était quoi le problème? C'était quoi le thème de ce soir? Le thème Nietzsche, c'était sur c'est beau la vie, le bonheur. Et c'est vrai que Patrick et moi, et comme plein d'autres personnes, nous défendons la joie, le rire. Spinoza, il défend la joie. Est-ce que ton bonheur, c'est mon bonheur? Moi, je pense que mon bonheur œuvre au bonheur des autres, comme le bonheur de chacun œuvre à mon bonheur. On ne peut pas être heureux dans un monde malheureux. Est-ce que ton bonheur, c'est une bonne question. Est-ce que ton bonheur fait mon bonheur? Et est-ce que mon bonheur fait le bonheur de cette dame Ah ben ça. qui est habillée en rose, bonbon? Vous pouvez Est-ce que discuter, c'est hein. mon bonheur? Est-ce qu'elle a les mêmes problèmes que moi? Pour être bien heureux, il faut déjà régler ses problèmes. Est-ce que tes problèmes, c'est les mêmes problèmes que madame, monsieur ou monsieur? Régler ces problèmes, on va répondre. Vous savez qu'est-ce qui peut régler le problème? Vous savez qu'est-ce qui peut régler le problème? Il y a à peu près 2000, 3000, 4000, 5000 ans de ça. Il y avait une estrade où tous les gens ils pouvaient monter. Des poètes, des philosophes, etc. etc. Il y a quelqu'un qui est venu, j'ai pas besoin de micro. J'ai pas besoin de micro. Il y a quelqu'un qui est monté sur l'estrade en disant je suis le plus grand des plus grands. Et là, il y a la garde, ce qu'on appelle maintenant la gendarmerie. Il l'a emmené au palais. Et là, devant le khalif, ou le roi, je ne sais pas comment on l'appelle, il a dit oui, je suis le plus grand. Il a dit tu sais pas qu'il n'y a pas plus grand que moi ici. Il a dit je suis plus grand que toi. Et là, le mec répond tout simplement je suis plus grand que toi. Et le mec répond, le khalif, le roi, il a dit plus grand que moi, il n'y a que le prophète. Il n'y a que le prophète qui est plus grand que moi. Le mec il a dit tout simplement je suis plus grand que le prophète. Le lien entre la joie et la spiritualité, le bonheur et la spiritualité, on va l'aborder après. Laisse-moi continuer. Et le mec il dit je suis plus grand que le prophète. Là, le roi il dit et attention, man. Il y avait les gardes déjà, ils étaient en train de tirer leurs épées de le réduire. Le mec il dit je suis plus grand que le prophète. Il a dit mais plus grand que le prophète, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et donc le mec il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit je suis plus grand que Dieu. Et là le mec il lui répond, le roi, il lui a dit, il n'y a pas plus grand que Dieu. Au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Tu sais qu'est-ce qu'il lui répond, Frédéric? Il a dit je suis ce rien. Merci. On est tous. Oui, on est tous sur rien. Tu peux rester, mais il faut que tu partir quand t'as fait ça. Après. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, pourquoi on se retrouve pas tous et... Pardon, excusez-moi. Voilà, j'étais là-dessus. Mais moi, ce qui me vient, c'est que quand même l'association, c'est ce qui caractérise la liberté. Oui. Et que c'est très important que les gens puissent s'approprier ça librement. Alors, la tradition jacobine française, elle est plutôt de se rassembler, de faire des fédérations avec une pyramide, ce genre de choses. On a quand même une grande habitude de ça. Et justement, on va voir en général le ministre, puis on essaie de négocier les choses. C'est un peu ce qui se passe depuis un siècle, peut-être plus. Et je trouve que ce qui se passe dans ce que dit Patrick avec les jours heureux, Alternativa, le mouvement de la transition et bien d'autres choses encore, c'est que justement la société civile, elle ose, elle s'autorise à
et de penser la société. Alors, peut-être qu'il y a des formes d'organisation nouvelles qui ce dont tu as parlé, dans cette complexité, peut-être qu'on va être plus fort parce qu'on va s'organiser autrement que par le passé. Ouais. Peut-être. Moi, Patrick, je vais revenir un peu en arrière au début de ce jeu sur le temps et la joie. Moi, quand je me suis connecté avec cette joie intense par rapport à la nature, le temps, je l'ai oublié, il n'existe plus, il est même mon ennemi, parce qu'il s'agit d'une apnée, et je ne peux pas rester au-delà de 2000 ou 3000 kilos. Donc le temps m'empêche, ou empêche ma joie, ou mon bonheur d'exister au-delà de ce que j'ose espérer. Et c'est peut-être là le blocage, le temps, par rapport à la joie de tous les humains. Alors ça, évidemment, c'est une question qui est tout à fait passionnante, mais on peut lui apporter une autre réponse, c'est-à-dire que quand on est dans ce rapport-là, le temps devient un temps de pleine présence, et c'est pour ça que ça crée ce sentiment d'éternité, qui fait que, vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de physique quantique et du fait que l'un des éléments fondamentaux qu'a mis en évidence la physique quantique, c'est qu'il y a deux états fondamentaux, qui est d'un côté l'état corpusculaire et de l'autre côté l'état ondulatoire. Alors, très souvent, l'état ondulatoire, on le réserve pour l'infiniment petit. Et il y a des tas de physiciens qui nous disent non, c'est un état qui est commun dans tout l'univers et donc c'est valable, y compris pour nous, les êtres humains. Par exemple, il y a un état ondulatoire qu'on connaît tous, qui est le moment où on dort, le moment où on rêve. Mais quand on communique à distance avec une personne qu'on aime, alors même qu'elle n'est pas présente physiquement, c'est aussi une communication ondulatoire. Or, l'une des caractéristiques de la communication ondulatoire, c'est qu'elle est indépendante de l'espace et du temps. Alors que l'état corpusculaire, lui, il est marqué par les contraintes de l'espace et du temps. Dans le petit exercice que je vous ai proposé tout à l'heure, vous avez pu vous reconnecter à des souvenirs qui pouvaient dater de plusieurs années. Et si je vous avais posé la question, prenez maintenant un autre exemple qui se passe 10 ans après votre propre souvenir, vous auriez été capable, en une fraction de seconde, de passer de l'un à l'autre. Et ça aurait été la même chose dans le rapport à l'espace. Donc là, il y a quelque chose qui est à la fois évident, qu'on connaît intérieurement, mais qui est en même temps profondément mystérieux quand on y pense, c'est-à-dire que nous avons en nous, à travers l'expérience du rapport ondulatoire et vibratoire, de nous abstraire de l'espace et du temps. Alors que quand nous sommes dans l'univers corpusculaire, ça n'est pas possible. Et l'une des caractéristiques de notre métier d'homme, pour reprendre le titre du livre d'Alexandre Jolien, on entend le métier d'homme évidemment au sens d'humain, pas au sens masculin du terme, c'est un métier d'incarnation. C'est-à-dire c'est cette capacité, dans le rapport par exemple du yin et du yang, à faire en permanence cet aller-retour entre une situation où nous participons dans un état vibratoire d'une capacité de reliance au-delà de l'espace et du temps, et en même temps, comme dirait l'autre, nous avons à vivre cette situation comme des êtres incarnés qui, y compris, ont à s'affronter à la question du temps avec ses contraintes. Et l'un des enjeux, c'est comment nous allons vivre ce temps, non pas comme un ennemi, non pas comme un obstacle, mais sur le modèle de la sculpture. Moi, j'ai une amie qui fait de la sculpture et du modélisme, et on a organisé ensemble ce qu'on appelle des ateliers dont le thème c'est « Apprenons à sculpter notre temps ». C'est-à-dire partant du fait que justement nous ne pouvons pas tout vivre,
Mais en revanche, ce que nous pouvons vivre, nous pouvons le vivre intensément. Et à partir du moment où on accepte de ne pas tout vivre, de ne pas tout faire, on crée aussi un rapport différent à autrui. Parce que si je veux tout vivre, ben forcément, les autres sont des rivaux. Si j'accepte de ne pas tout vivre, mais ce que je vis, moi, de le vivre intensément, les autres deviennent des compagnons de route en humanité grâce auxquels je vais avoir accès à des saveurs de vie que je n'aurais pas connues en direct. Tel voyage, telle rencontre, tel roman, etc., etc. Et là aussi, ça change et mon rapport au temps et mon rapport aux autres. Je voulais un tout petit point sur Spinoza, sur ce rapport au temps. C'est cette chose qui lie d'un côté la joie et le bonheur et de l'autre côté le temps. Spinoza, la joie s'exerce dans prendre cette nécessité du quotidien, de l'instant et du présent. Je ne sais pas si la joie elle est dans le présent, mais personnellement j'ai envie de penser que la joie est dans ce présent que l'on va sculpter avec ces joies qui nous sont données. Et oui, ne pas trop vouloir, parce qu'on ne peut pas vouloir ce que la nécessité, ce que la réalité propose. Que faire face à un enfant qui est maladroit, qui voudrait être jongleur? Quel est le rapport? Quelle est la joie dans le devenir de cet enfant? Pour moi, la joie est exclue de son devenir. La joie, c'est pas qu'il doit la trouver ailleurs. Il pourrait la trouver en apprenant le jongle, mais il y a quand même la toute-puissance de la nécessité et de la réalité. Moi, je suis extrêmement surpris quand beaucoup de personnes recherchent de la joie sur une déformation de la réalité qui est impossible. Ou, je sais pas, pour me faire comprendre, ça serait ici, on est au Grand Voisin, on est en plein Paris, je voudrais faire du ski, et on va créer une station de ski. Je trouve qu'on ne comprend pas la réalité et la nécessité, c'est-à-dire les atouts et les énergies qui existent comme source de joie, inattaquable. On essaye, je trouve, de construire autour de ce présent qui est source de joie, si on l'épouse. Voilà. La question, c'est le bonheur et la joie. C'est que nous, on propose et on n'en vend pas, parce que ça ne se vend pas du bonheur et de la joie. Et on trouve qu'ici, c'est souvent un peu triste et qu'il manque un peu de joie, parfois. Passe le micro, tu as une question? La joie et le bonheur, qu'est-ce que c'est pour vous la joie et le bonheur? Réponds-moi à la question. La joie, un rire d'enfant, moi tout simplement c'est les rires de mes enfants, c'est un moment avec ma compagne, c'est des choses qui sont intimes et c'est des choses qui sont dans le J'espère, mais on n'est jamais suffisamment joyeux. J'espère, mais on n'est jamais suffisamment heureux aussi. C'est un mal heureux. Un mal heureux. Des questions, des remarques? Voilà, je voulais dire que au Grand Voisin, moi je me sens très bien. J'espère que moi aussi. Ça fait plusieurs années que je suis dans le Grand Voisin. J'habite pas loin, je suis très bien. Et ça fait plaisir de voir tous ces gens qui se sont déplacés ce soir aussi. Et j'ai envie de partager des choses avec vous. Par exemple, j'ai la chance d'être en contact avec deux peuples qui, d'une certaine façon, prient pour leurs ennemis. Les premiers Américains, qu'on appelle Indiens, et les orthodoxes. Et je suis des fois surprise des réactions autour de moi quand j'en parle. J'ai très souvent des réactions de rejet, de gens qui ne comprennent pas, qui ne trouvent pas ça bien. Moi, je trouve ça vraiment super. Et je l'ai vu de mes yeux en entrant par curiosité dans une église orthodoxe. J'ai vu les bougies en haut pour le vivant, les bougies en bas pour les morts, ça on connaît. Et il y avait une rangée de bougies au milieu. Alors j'ai demandé, c'est pour les ennemis. Voilà. Donc, voilà, les Américains également prient pour leurs ennemis parce qu'ils pensent que celui qui est leur ennemi, c'est qu'il ne va pas bien. Il y a ça. Et la deuxième chose que je voudrais partager avec vous aussi, c'est parce que bon, j'ai quand même 80 ans, donc j'ai eu le temps de réfléchir.
voir l'autre. Souvent, il y a autour de moi, je vois souvent beaucoup de jugements sur les uns les autres. Et moi, je dis, la personne que l'on voit, on la voit au moment où elle est devant nous. On ne sait pas quel chemin elle a fait pour arriver là. Et on ne sait pas quel chemin elle va faire après. Il ne faut jamais oublier ça. Je pense que ça peut beaucoup aider. Juste, je voudrais ajouter qu'il y a, que vous connaissez tout ça sûrement, c'est qu'il y a 2 jours dans l'année où on ne peut rien faire, hier et demain. Donc la joie, c'est aujourd'hui. C'est vivre intensément. C'est intensément vivre ce qu'on fait. Il y avait aussi quelqu'un, sinon je veux bien dire quelque chose sur, parce que j'ai évoqué l'enjeu politique, j'ai évoqué l'enjeu économique, mais il y a aussi un grand enjeu qui est devant nous, qui est l'enjeu culturel et spirituel, en donnant au mot spirituel son sens plein, laïque et non réduit à des formes religieuses. Mais c'est la même affaire, de la même façon que le politique a besoin de changer son logiciel pour sortir des logiques de puissance dominatrice et de rivalité, que l'économie a besoin de se reconnecter au sens réel de la richesse. Et le sens réel de la richesse, c'est qu'est-ce qui compte. Donc qu'est-ce qui compte, parce que c'est la condition même de notre vie biologique, qu'est-ce qui compte écologiquement, qu'est-ce qui compte du point de vue de la nourriture, de l'accès à l'eau, de la santé, mais aussi qu'est-ce qui compte, parce que nous sommes des êtres de désir, de passion, de reconnaissance et de sens. Donc ça, c'est l'autre approche de la richesse. J'avais eu l'occasion de faire un travail et un rapport qui s'intitule Reconsidérer la richesse, mais le troisième grand volet, c'est le volet culturel et spirituel, parce que là aussi, il nous faut changer notre rapport au sens. C'est-à-dire, quand le sens devient excluant, guerrier, qu'il déclare que l'autre est un infidèle, etc., on perd l'essentiel de l'apport des traditions de sagesse et des traditions spirituelles. Alors qu'inversement, quand on prend la partie du noyau de ces traditions qui témoignent, alors par exemple le christianisme va parler d'amour, l'islam va parler de miséricorde, le bouddhisme va parler de compassion, etc., et qu'on prend ce noyau dur et qu'on construit les éléments d'un dialogue, où il y aura de la différence et de la divergence, mais dans une véritable capacité de dialogue, à ce moment-là, c'est aussi tout un pan du devenir de l'histoire humaine qui se trouve bouleversé. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que, par exemple, les grands phénomènes religieux jouent un rôle déterminant, mais ce n'est pas la même chose qui joue un rôle déterminant dans le sens de la paix ou, au contraire, dans le sens du fondamentalisme, de la guerre et de l'exclusion. On est ici dans une ancienne chapelle. C'est intéressant parce que, du point de vue de l'urbanisme, par exemple, dans des pays comme la France, où des lieux religieux tels que les églises seront de plus en plus désaffectés, eh bien, c'est un vrai enjeu de savoir si ça va se transformer en lieu marchand classique ou si ça sera récupéré pour devenir, par exemple, des lieux polyspirituels, polyculturels, où l'ensemble des sagesses, des traditions spirituelles pourraient être accueillis, des lieux de méditation, des lieux de prière, etc., mais toujours dans l'ouverture. Ben là aussi, c'est un enjeu qui est à la fois local et puis en même temps qui est planétaire, parce qu'on est sur une question qui est à l'évidence mondiale. Pour votre propre gouverneur, Patrick, la chapelle de Saint-Vincent de Paul est une chapelle désacralisée et on y a fait une messe œcuménique. Et ben voilà. Par exemple, c'est une appropriation. Voilà, c'est un très bel exemple. En fait, je voulais demander, moi j'ai une certitude par rapport à ce thème que ce soit si la loi et le bonheur, c'est ça.
c'est que c'est des émotions qu'on a tous ressenties au moins une fois, même si on ne s'en souvient pas consciemment, je pense, du moins en enfance. Par contre, il y a toujours quelque chose qui m'étonne, c'est que moi je suis énormément en recherche de ces émotions-là de façon permanente, on va dire, comme beaucoup de personnes, je pense. Et les idées qu'on essaie de se donner ici, ou les façons de penser et de voir les choses, c'est universel. Je pense qu'énormément de personnes de tous les âges recherchent un peu ces idées-là pour essayer d'atteindre ces émotions qu'on a déjà tous ressenties et dont on a besoin, je pense, pour atteindre. Et l'ambiguïté là-dedans, en fait, c'est que je me dis qu'il y a une ambivalence dans la déclaration de ces émotions qui sont assez dures, je pense, quand on est jeune, quand on est vraiment enfant. Et une certaine, et du coup, un paradoxe avec le fait qu'on arrive uniquement à intensifier et à avoir sur le long terme ces émotions-là, uniquement si nos émotions ont déjà été réprimandées et qu'on les a comprises. Dans le sens où l'éducation que nos parents nous donnent, elle est là pour justement nous apprendre à partager avec les autres, non pas à partager quelque chose de parfait, mais à partager en tout cas des émotions et pouvoir les vivre pleinement. Alors que si on reste dans cet état d'esprit où on vit un peu comme un enfant et on exprime ses émotions comme on le veut, on n'atteindra jamais ce bonheur sur le long terme. Donc c'est cette ambivalence en fait entre le fait de devoir, avant de pouvoir profiter pleinement de ces émotions-là, être réprimandé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi ça m'évoque une certaine frustration dans le sens où pourquoi on doit réprimander déjà les bonnes choses avant de pouvoir les en profiter pleinement. Moi je ne suis pas du tout convaincu que la réprimande soit une fatalité. Ce qui est important et qui est évidemment essentiel dans l'éducation, c'est de comprendre l'autre, de comprendre qu'il y a de l'altérité. C'est la sortie du narcissisme. Donc ça, oui, qu'il y ait une éducation pour dire t'es pas tout seul, t'es pas le centre du monde, hein, ce qui joue souvent chez un petit enfant, ça c'est un acte éducatif, mais il n'y a pas besoin de le réprimander au sens où il aurait le sentiment d'être puni, de faire une faute, etc. C'est une ouverture à autrui. C'est très différent de la logique punitive de la réprimande. Tout à l'heure, vous avez parlé de la force intérieure, de l'énergie, que c'était d'abord là qu'il fallait puiser son bonheur avant d'aller vers forcément les autres, mais en fait, c'était quand même dans la relation aux autres qu'on avait le bonheur. Du coup, cette force intérieure, elle est innée chez chacun, elle est due à notre éducation, elle est due à notre environnement. Est-ce qu'elle s'amenuise en fonction de nos grandit, on prend conscience des choses? Est-ce que c'est comme le capital soleil et que au fur et à mesure qu'on s'expose au bonheur, on crame? Ça fait 1000 ans qu'on attend la réponse à ça. Donc, oui, mais d'une certaine façon, cette réponse, elle est déjà présente dans toutes les traditions de sagesse, sous des langages qui peuvent être différents. Mais c'est le thème de l'eau vive, si vous voulez. C'est l'idée que cette énergie-là, pour reprendre la fin de votre question, elle est infiniment renouvelable. Elle ne s'épuise pas comme un capital. C'est un peu comme une nappe phréatique, mais le problème, c'est que très souvent, cette nappe, elle a été tellement polluée ou elle a reçu tellement de sédiments qu'on pourrait dire que le seul forage écologiquement non nuisible, c'est effectivement cette capacité aussi bien individuelle que collective à aller se ressourcer dans cette nappe phréatique d'eau vive qu'est la joie de vivre. Mais à partir du moment où on s'y ressource, elle ne se tarit pas.
Et j'introduis juste une nuance par rapport à ce que vous avez restitué de mon propos. Je ne dis pas qu'il faut d'abord commencer par là. Je disais, on peut commencer par des endroits très, très différents. Moi, je viens plutôt d'un modèle militant où j'ai commencé plutôt par des approches où il s'agissait de changer le monde. Et je ne le renie pas. Et je ne dis pas, ben non, il aurait fallu que je démarre autrement. Simplement, dans cet itinéraire-là, il y a un moment où on retrouve la phrase de Gandhi, si on veut vraiment changer les choses, il faut aussi se changer soi-même. Mais pour les mêmes raisons, des personnes que je connais bien, qui sont parties plutôt par la voie du développement personnel, ben, il y a un moment donné où elles comprennent qu'il y a aussi des changements structurels qui sont nécessaires. Vous voyez, donc je n'introduis pas une conditionnalité de type il faut d'abord changer les structures ou il faut d'abord changer les mentalités. Ce qui importe, c'est l'articulation entre ce que le Forum social mondial de Porto Alegre avait appelé l'axe TPTS, transformation personnelle et transformation sociale. On va prendre une dernière question. Oui, bonsoir. En fait, je voulais revenir un peu sur votre dernière phrase. Tout à l'heure, vous avez dit on peut choisir d'être heureux. Et je pense que c'est vrai qu'on peut faire ce choix quand on a déjà fait un certain travail ce soir, on a un certain niveau de conscience. Et là, dans un moment donné, parce qu'on a cheminé, on peut aller vers ce choix. Mais comment faire quand on est parmi des personnes qui n'ont pas pu faire ce travail, justement, qui sont harcelées par tous les problèmes de leur journée le lendemain. Et je pense d'ailleurs aussi, vous avez un lien avec le Brésil, je suis brésilienne justement. Et c'est vrai, quand on parle des Brésiliens, on dit ah là c'est un peuple heureux, gay en fait. Et là on est tout près des élections brésiliennes en fait. Et on a l'extrême droite qui est vraiment à nos portes. Donc c'est un parallèle entre ces deux choses que je voudrais que vous commentiez. D'abord, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine conscience. Comment faire quand on est avec des personnes qui n'ont pas pu faire ce choix? Et cet autre volet des Brésiliens qui ont l'air de vouloir être heureux, mais qui n'ont pas vraiment plongé dans les gros problèmes du Brésil. Je pense aux plusieurs dictatures, etc. Voilà. Merci. Je partirai de la seconde partie de votre question parce qu'elle me touche particulièrement parce que j'étais à Salvador de Bahia lors du dernier Forum social mondial et c'est aussi pendant ce Forum social qu'il y a eu l'assassinat de Marielle Franco. Donc on était vraiment au cœur de la tragédie, de ce que l'extrême droite, de ce que les franges d'extrême droite de la police militaire pouvaient construire comme logique destructrice, d'assassinat, etc. En même temps, ce qui m'a frappé, c'est que, par exemple, la réponse qui a été donnée par la très grande manifestation à Rio, c'était non seulement une réponse pacifique, alors qu'on voit bien que ce qu'attendent les groupes d'extrême droite, c'est de développer des logiques de guerre civile pour mieux pouvoir justifier derrière de nouveau des formes de coups d'État et de dictature militaire. Donc non seulement c'était une manifestation pacifique et non violente, mais c'était une manifestation dont le thème, le slogan, c'était Marielle Presente. Donc d'une certaine façon, tu es toujours vivant, c'est-à-dire l'idée même que l'énergie de vie est toujours présente et que, y compris des personnes qui ont été assassinées, sont porteuses de cette énergie de vie, qu'on est en rapport avec elles, ça relie aussi avec les enjeux des traditions spirituelles, et ça c'était une force extraordinaire, et on comprend bien que la capacité des forces de vie au Brésil de s'opposer aux logiques mortifères, c'est en s'organisant
de leur propre côté, de façon à ne pas faire le jeu de la logique mortifère, qui est le jeu de produire au fond de la guerre civile. Donc plus on est dans une situation tragique, plus le recours à l'éros, à l'énergie créatrice face à Thanatos, est encore plus essentiel. Pour les mêmes raisons, c'est la phrase de Mathieu Ricard que j'aime bien, qui dit « Il est trop tard pour être pessimiste », précisément parce que nous sommes rentrés dans des temps de grands basculements, de grandes tempêtes à tous égards. Alors, pour revenir sur la première partie de votre question, évidemment qu'il faut prendre en compte le fait que quantité de groupes humains et de personnes n'ont pas cet état de conscience. Donc l'un des objectifs, et là on retrouve effectivement la nécessité du travail sur les réformes structurelles, parce que si les gens meurent de faim, si les gens n'ont pas accès à l'éducation, si les gens n'ont pas accès à un certain nombre d'éléments qui sont vitaux, cette prise de conscience sera d'autant plus limitée. Donc ça, c'est nécessaire. Mais dans le même temps, on a vécu, et c'est vrai de toutes les classes moyennes dans tous les pays du monde, des éléments où si l'objectif c'est simplement les formes de prospérité matérielle et qui se traduit par une forme de misère affective, spirituelle et morale, ben on va refabriquer derrière d'autres logiques destructrices, soit du côté social, soit du côté écologique. Et donc là aussi, la façon d'avancer sur ce terrain, c'est à la fois le travail de transformation sociétale, collective, mais aussi de dire, attention, la question de la pleine conscience, la question de l'accès à la joie, c'est pour ça que le bien vivre est devenu un enjeu très intéressant. Lors du Forum social mondial de Belém, qui était lui aussi au Brésil en 2009, il y a eu un débat très intéressant entre en gros les peuples autochtones qui étaient présents, qui insistaient sur la logique du bien vivre, du buen vivir, et puis les militants occidentaux qui disaient « mais attendez, si on se met à parler de la joie, vous allez nous priver de l'énergie, de la colère, de l'indignation qui est notre carburant ». Et les peuples premiers répondaient, et à mon avis à juste titre, mais pas du tout, parce que, y compris pour organiser de la résistance créatrice, vous avez besoin de cette joie de vivre, vous avez besoin de vous entraider entre vous sur cette joie de vivre, parce que sinon vous allez être dans le mal-être, dans la maltraitance en votre propre sein, et vous allez reproduire derrière, et c'est l'histoire tragique souvent des révolutions, de nouvelles formes de dominance. Donc, quelle que soit l'entrée dans le problème, on va retrouver, à mon avis, cette question. C'est pour ça qu'on fait à l'intérieur des Jours Heureux, on a créé la cellule Nanoub, on organise des voyages en Nanoubie, etc., en disant à chaque fois que nous nous entraidons mutuellement à vivre davantage dans la joie, c'est un acte politique que nous posons en même temps qu'un acte de transformation personnelle. Une dernière intervention. C'est juste pour prolonger sur les élections par rapport au Brésil et l'extrême droite représentée par Bolsonaro. Je ne vois pas pourquoi on est tellement enclin en fait, à avoir une différence et à toujours s'attendre. Je ne vois pas pourquoi parce que vous dites que la joie de vivre permet aussi de donner une certaine motivation par rapport à l'éducation qu'on peut donner aux gens qui n'ont pas cette conscience d'esprit. Mais je ne comprends pas pourquoi on est tellement enclin à voir une différence et à s'affronter. Là, pour le coup, il faudrait poser la question à des forces comme les forces d'extrême droite. C'est elles qui, quand vous voyez par exemple ce que Steve Bannon est en train de faire en Europe, après l'avoir fait avec Trump, le mot-clé de Steve Bannon, c'est la permission de haïr. Hein? C'est le fait de réautoriser les pulsions les plus régressives. C'est ce que William Reich, dans Psychopathologie du fascisme, avait appelé la peste émotionnelle. Donc c'est plutôt
à ces acteurs-là qui cherchent à produire de la haine, donc de l'exclusion, donc non pas du conflit, mais de la violence. Et quand on est face à des acteurs de ce type, la grande difficulté, parce qu'évidemment la tentation c'est de faire comme eux, de répondre à la violence par de la violence, de répondre à de la haine par de la haine, et il y a quelque chose de simple, la haine a quelque chose de profondément simple, et presque de rassurant, hein, parce qu'on dit, il y a eux et il y a nous. Nous, on se tient chaud, eux, ils représentent le mal absolu. Donc, arriver à pratiquer ce que Saul Alinsky avait appelé le jujitsu de masse, c'est-à-dire l'application des arts martiaux à des stratégies collectives qui va consister à avoir avec non plus un ennemi mais un adversaire, et même de transformer un ennemi en adversaire, de transformer de la violence en conflit, c'est une pratique des arts martiaux, mais appliqués à l'échelle politique. Et ça vaut par rapport au courant d'extrême droite, mais ça vaut pour le djihadisme, ça vaut pour n'importe quel acteur qui est habité par la logique de violence. Oui. Saul Alinsky, A-L-I-N-S-K-Y, il est mort actuellement, mais c'est quelqu'un qui a été au cœur des mouvements contre la discrimination raciale et contre la pauvreté aux États-Unis. Et il y a un livre collectif dont il a été un peu le cristallisateur qui s'appelle Les règles pour les radicaux, Rules for Radicals, et dont l'une des applications, c'est justement ce qu'ils appellent le jujitsu, ou le judo, si vous préférez, de masse. Et là, on va retrouver la joie de vivre, le plaisir, le rôle du rire, qui joue un rôle absolument décisif dans ces stratégies-là. Merci. Il y a... Non, il y a... Oui. En tout cas, là, il y a le fond de ce que je dois dire, c'est qu'il y a la coopérative des résidents, les voisins de service qui ont préparé le repas, un repas à prix libre ce soir. La coopérative des résidents, on en est très fiers, ici au Grand Voisin, parce que ce sont des personnes qui sont sans papier, qui ont arrivé à monter une association, et qui vont pouvoir s'insérer dans le circuit économique en proposant une offre de restauration, une offre de service à domicile. Donc la coopérative des résidents nous attend pour le repas à prix libre à 20h. Juste après, il y a également quelque chose de local, c'est qu'il y a un concert par des gens qui sont grands voisins depuis très longtemps. Concert qui est conduit par Dan, que vous allez voir en sortant, toujours dans la cour de la Chapelle. En conclusion, je voulais également faire un petit point sur l'avancée de l'Université populaire. Demain, nous allons à la Biennale d'architecture à Venise pour défendre la vision de l'éducation populaire ici au Grand Voisin, notre Université populaire. Le 10 octobre, il y a une séance de l'Université populaire sur les fake news. Le 31 octobre, il y aura un concert de Gontard et une séance à définir encore. Pour conclusion, j'ai entendu parler de pas revenir sur le débat que nous avons eu. De ne pas avoir pu, de ne pas avoir su faire ce choix. Moi je dirais que le savoir ou le pouvoir, dans ce cas-là, c'est secondaire. Dans tous les cas, il faudra le faire, ce choix. Il faudra pouvoir le faire, il faudra savoir le faire, ce choix. Et le savoir le faire, c'est ce qui m'importe, parce que je trouve que la connaissance sauve, chaque connaissance particulière. Il y a quelque chose dans l'université populaire, dans l'ADN de l'école, de tout ce qui est éducation populaire ici, où on croit vraiment que ce choix peut être, par une transmission du savoir, par l'éducation aux cultures et au savoir, est facilité. Merci, donc c'est compliqué de changer, c'est sûr, de changer, mais cette transformation individuelle, j'ai l'impression que dans notre société, on oublie. On parle de transformation structurelle ou de transformation d'un système. J'ai aimé entendre ce soir parler de transformation individuelle. Et certes, c'est dur, on va... Et les travaux d'école de Palo Alto. Donc merci infiniment, Patrick Livret. Merci à tous d'être présents. Merci Maëlle.
Je vous laisse un mot de conclusion. Je vous donne rendez-vous en bas au buffet. La conclusion, c'est pas. À table alors.